cycle analysé, donc en regardant nos problèmes en termes de matières premières et un petit peu d'analyse du cycle de vie des produits. Alors, on a vu la disponibilité de nos énergies, mais qu'en est-il des matières premières? Est-ce qu'on peut, par exemple, dans un process, dans un produit, considérer que le café en poudre, c'est mieux que des capsules de café expresso? Alors, en réalité, c'est pas, j'y répondrai pas à cette question-là, mais c'est pas simple. L'analyse du cycle de vie, donc on verra un petit peu ce qu'il en est. On parlera donc associé à cette analyse de cycle de vie des produits de l'énergie grise, puisqu'on reste quand même focalisé sur tout ce qui tourne autour de l'énergie. Et on regardera un petit peu des histoires de soutenabilité d'une installation de production d'énergie. Il faudrait dire conversion d'énergie. Alors les objectifs, c'est faire le bilan de nos ressources en matières premières, hein, et voir à côté de ça quelles sont les méthodologies qu'il faudra mettre en œuvre pour les préserver. Donc un bilan des ressources en matières premières, des scénarios d'utilisation des produits, la nécessité, les normes qui permettent de faire évoluer notre industrie sur ce sujet, la notion d'énergie grise dans les convertisseurs d'énergie et la soutenabilité d'une installation de production d'énergie. Voilà un petit peu ce qu'on va voir dans ce cours. Alors nos ressources en matières premières, elles ne sont pas inépuisables. Alors à la différence des énergies fossiles qui, elles, disparaissent lorsqu'on les brûle, lorsqu'on brûle du pétrole, il ne sera plus jamais disponible à l'échelle humaine. Lorsqu'on utilise de l'or, par exemple, dans nos matériaux, l'or reste. L'or n'est pas perdu. Par contre, on le dissémine, au lieu de le retrouver dans des mines, on le dissémine un petit peu partout dans des endroits où il va être très très difficile d'aller le rechercher. Donc on peut considérer quelque part que on détruit cette matière première, même si physiquement c'est pas le cas. En tout cas, il sera très très difficile d'aller le rechercher quand on se rendra compte qu'on a épuisé nos différentes mines. Sinon, le principe est un peu le même si physiquement on ne peut pas dire que c'est comme ça. Alors, c'est un petit peu différent pour le fer qui s'oxyde. Alors, lorsque le fer est oxydé, il devient très difficile de retrouver du fer à partir de la rouille, tout simplement, hein. Donc, les différents métaux qui s'oxydent, le cuivre aussi, difficile de les retrouver, même si le processus chimique, on peut envisager de le rendre réversible, c'est pas simple. Bon, bah, en particulier si la rouille se dissémine dans les océans, etc., ça devient quasiment impossible de le récupérer. Donc il faut quand même se poser la question de nos réserves des différentes matières premières. Donc un petit panorama ici de quelques matières premières utilisées. Alors le cuivre, c'est quelque chose de très très courant, hein, qu'on utilise dans toute l'industrie électrique, évidemment. Euh, alors, on en a 490 milliards de kilogrammes, hein, avec une consommation de 20 milliards de kilogrammes par an. On en a, mine de rien, plus que pour 24 ans. Alors, c'est comme pour les énergies. On parle ici des stocks prouvés et de la consommation annuelle actuelle du cuivre. Hein, donc c'est quand même 2 décennies, c'est quand même pas si énorme que ça. Donc bien sûr, on se préoccupe de trouver de nouvelles ressources en cuivre, hein, de nouveaux stocks, mais on a une consommation qui, comme pour la plupart des produits dont je parle, euh, progresse. Alors l'antimoine, c'est un peu le remplaçant de ce que j'ai oublié là. C'est un coupe-feu, hein, finalement. Et on s'en sert également pour tout ce qui est plastique, bouteille, où il a remplacé le dioxyde de titane. Il est utilisé pour catalyser tout un tas de réactions de polymérisation. Voilà, et c'est quelque chose qui réduit la propagation de flammes. Alors, on en a 1 500 000 tonnes et on en consomme à peu près 140 000 tonnes par an. Donc, on a ici une réserve de 11 ans. L'hélium très utilisé dans tout un tas de domaines. Ça va des semi-conducteurs, la détection de fuite, ça, même pour la plongée, hein.
Dans les superconducteurs, ça sert également, vous voyez, pour 16% toujours à faire des ballons et des ballons dirigeables. Euh, bon, voilà, il y a énormément d'utilisation de l'hélium. On en a pour 23, 50 ans à peu près hein, d'utilisation de l'hélium. Le néodyme, donc le néodyme, ça servait à faire des pierres à briquet. Alors, c'est utilisé comme colorant du verre, colorant des céramiques. C'est un diélectrique pour les condensateurs, mais c'est également utilisé dans des lasers et dans le domaine des aimants permanents. Alors là, c'est une grosse évolution du néodyme. En alliage, hein, souvent il y a plusieurs, les métaux ne sont pas utilisés tout seuls. Hein. Donc en alliage, ça permet de faire des aimants puissants. Donc c'est utilisé dans tout ce qui va être production d'électricité, éolienne, etc. Euh, donc on a autour de 38-50 ans d'utilisation du néodyme. C'est ici dans ce diagramme, hein, c'est quelque chose qui est quasiment considéré comme critique hein, sur les risques d'approvisionnement et l'importance stratégique pour l'industrie française. L'uranium, l'uranium qui est utilisé, qui a finalement peu d'applications, mais qui est très rare, ça coûte à peu près 3200 € le kilogramme. La production, on l'utilise aux 3/4 pour la fabrication de superalliages des turbines, donc essentiellement en aéronautique. Hein, donc, on en consomme à peu près 50 tonnes par an, donc on en a pour 50 ans. Mais voilà, on est toujours autour de la décennie quand même, hein, de quelques décennies. L'or, on estime qu'il en reste 50 000 tonnes d'enfouis. Alors, c'est utilisé dans énormément de domaines et en particulier dans l'électronique grâce à sa forte ductibilité qui permet de faire des fils hein, extrêmement fins. Hein, même si l'or conduit moins bien que le cuivre, il ne s'oxyde pas et il est extrêmement ductile. Hein, c'est 10 000 € la tonne, hein, l'ordre de grandeur. Et on en consomme 2000 tonnes par an, donc dans 25 ans, on est un petit peu, ça commencera à être critique. L'indium, alors l'indium qui va servir dans tout ce qui est écran LCD, mais aussi pour les cellules photovoltaïques. On en a 15 000 tonnes, on en consomme 1440 tonnes par an, donc dans 10 ans, on commencera à avoir des problèmes d'approvisionnement. Le zinc, il y a 180 millions de tonnes. Alors, c'est utilisé pour les piles, les batteries, c'est utilisé pour les couvertures. Enfin, c'est dans un tas de domaines. C'est pour faire du laiton. Il y en a 180 millions de tonnes. Ça coûte pas très cher. C'est 3 € le kilogramme. Mais on en consomme 13 800 000 tonnes par an. Donc, à l'horizon de 13 ans, on aura épuisé les mines actuellement en découverte. Conclusion, avec une telle fringale sur l'ensemble de nos matières premières, on voit bien que énormément de métaux sont à des criticités de l'ordre de quelques décennies. Alors bien sûr, hein, on va trouver des nouveaux procédés lorsqu'un matériau va se retrouver en difficulté ou avec des prix prohibitifs, eh ben, on va mettre en place des nouveaux procédés, des nouvelles technologies, on va remplacer par autre chose. Voilà. Mais malgré tout, on peut comprendre qu'on va être face à des difficultés à l'horizon de quelques décennies par rapport à ça. Donc il va falloir changer nos modes de raisonnement, réorganiser nos filières de production, ça c'est évident. Il va falloir qu'on essaye de réduire nos besoins. Il va falloir recycler, gérer nos déchets pour ne pas les disperser dans la nature. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est correctement mis en place, en tout cas qui progresse énormément. C'est-à-dire de pouvoir, plutôt que de récupérer facilement les matériaux critiques de nos produits. C'est-à-dire que dès la phase de conception du produit, on se pose la question de récupérer facilement et d'avoir des process industriels de revalorisation des produits qui avant étaient mis en décharge. Alors il va falloir du coup qu'on repense un petit peu toute notre façon de produire sur l'ensemble de la chaîne. Hein. Énergétiquement, on va raisonner, on l'a déjà vu, de la prise d'énergie dans la nature, énergie primaire jusqu'au service rendu. Hein. Et pour la production, on va étudier l'ensemble du cycle de vie d'un produit pour son utilisation d'énergie et de matières premières. Alors, quelques exemples
que je vais vous présenter. Alors, un gobelet en plastique par rapport à une tasse en terre cuite, qu'est-ce qui est le mieux? Eh bien, il n'y a pas de réponse toute faite, puisque pour répondre à cette question, en tout cas, on ne peut pas répondre de manière absolue comme ça. Pour répondre à cette question, il faut avoir un scénario d'utilisation des produits. Alors, si par exemple le gobelet en plastique finit jeté dans la nature, bah, c'est pas très bon pour l'environnement. Ça fait des rejets de plastique et donc qui vont finir par revenir dans la chaîne alimentaire. Par contre, si en face je mets un gobelet en terre cuite qui a déjà demandé beaucoup d'énergie à sa construction, à sa fabrication, si on le lave à la main plutôt que de le laver au lave-vaisselle, si on utilise des produits détergents et extrêmement polluants pour le laver, mais en surquantité, c'est pas forcément très bon. Par contre, si c'est sur des process de lavage très économiques et tant en énergie qu'en produits, au bout d'un moment, il peut devenir rentable par rapport au gobelet jetable. En particulier, si le gobelet jetable n'est pas recyclé et brûlé. Sinon, le gobelet qui est recyclé et brûlé, c'était du pétrole, il devait être brûlé, il passe par la case gobelet, ensuite il est brûlé. Bon, c'est pas un impact. Voilà. Le problème du gobelet en plastique, c'est quand il finit dans la nature. Donc ça dépend du scénario d'utilisation de ces produits. Est-ce que lire un PDF de 500 pages ou l'imprimer sur papier recyclé, qu'est-ce qui est le mieux? Ben là encore, on lit le PDF. Est-ce que c'est avec une liseuse qui, je le rappelle, les liseuses ne consomment pas d'énergie lorsqu'on lit, hein, ils ne consomment d'énergie que quand on change de page. Le papier recyclé, il y a plein de qualités de papier recyclé. Est-ce qu'on lit plutôt son PDF sur un PC de gamer qui consomme de la folie? Vous voyez, encore une fois, en fonction du scénario d'utilisation de ces deux produits, je vais avoir des réponses qui ne sont pas les mêmes et je ne vais pas forcément choisir l'un ou l'autre. Je ne peux pas répondre de manière absolue à cette réponse. Voiture électrique contre voiture thermique, ben, on y a déjà répondu aussi, hein, c'est pareil. Ça dépend du scénario d'utilisation. Globalement, la voiture électrique prend l'avantage en milieu urbain, la voiture thermique garde l'avantage à condition d'être bien utilisée, bien dimensionnée en milieu sur autoroute. Les panneaux solaires photovoltaïques, bah, c'est pareil. Où est-ce qu'ils sont installés? Quelle puissance? Quelle utilisation? Quel mix énergétique derrière le pays qui installe des panneaux solaires? Quelles habitudes autour de la personne qui utilise? Quel fonctionnement? Coupe les réseaux, autoconsommation, site isolé, etc., etc. On ne peut pas répondre à ces questions comme ça. La pompe à chaleur, bah, c'est pareil. Quelle température extérieure, quel échangeur thermique, quel scénario d'utilisation, voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne peut pas dire tel produit est bien, tel produit n'est pas bien. Il faut associer à chaque produit un scénario d'utilisation pour pouvoir les comparer. La comparaison du produit seul est quelque chose qu'il faut absolument oublier. Et le scénario d'utilisation, il doit partir de la conception jusqu'au recyclage. Voilà. Donc, on a des tas de confusions et des commerciaux qui, du coup, peuvent vanter des mérites d'un produit, alors réel ou irréel. Et en réalité, c'est pas simple du tout de se débrouiller dans ces raisonnements. Donc, il faut absolument être correctement formé, et c'est là ce qu'on attend aujourd'hui de nos ingénieurs et techniciens, c'est-à-dire d'être capable de résister à une argumentation commerciale fallacieuse sur tous ces sujets, hein, et de développer un esprit critique par rapport à... parce qu'après, c'est l'ensemble de la démarche qui part. Hein. Une fois qu'on a jeté le discrédit, oh, on m'a dit que c'était génial et tout, je pense aux voitures électriques aujourd'hui, on présente la voiture électrique comme étant la panacée. C'est pas vrai du tout. La voiture électrique euh, n'est pas la panacée en termes de remplacement de la voiture thermique. Ça l'est dans certains cas. Ça l'est surtout lorsqu'on se place du strict point de vue énergétique. Eh bien, il faut des petites voitures électriques lorsqu'on fait des déplacements et qu'on est seul. Alors, on en voit beaucoup de ce genre de choses, mais comme la voiture, c'est aussi un marqueur social, c'est aussi un marqueur pour montrer sa réussite dans la vie, eh bien, les gens veulent des voitures qui continuent à être marqueur social de leur vie, et des voitures électriques de luxe, et même si elles sont un non-sens énergétique. Alors,
les normes se sont mises en place pour travailler sur ce domaine-là. Il y en a deux essentiellement. Donc, il y a la norme du management environnemental qui intègre l'analyse du cycle de vie des produits. Alors, on l'a vu, ça veut dire qu'il va falloir travailler avec des tables de données et de dire que telle matière première qu'on utilise sur telle filière, elle a tel impact. Et ensuite, on fait l'analyse et on a sur son produit l'ensemble de son impact, tant en matière première qu'en énergie, de sa conception jusqu'à sa mise en décharge. Il y a également une norme ISO 50001 pour le management de l'énergie. C'est une norme qualité, donc une norme qui travaille sur le PDAC, donc Plan Do Act Check, qui permet de être dans un process d'amélioration continuelle, puisque le management de l'énergie, c'est très proche du process qualité. Il faut donc continuellement observer, prévoir des actions, former, regarder ce qu'on a fait, faire de la veille technologique et puis recommencer son cycle où on lance de nouvelles actions, on regarde l'impact de ces actions, on analyse toujours les dérives, etc. Et on recommence, on continue. Donc ça, ce sont des choses qui se sont mises en place. Pour la petite histoire, il faut bien savoir que les normes sont généralement d'application volontaire, et vont permettre de dire à une entreprise qu'elle est respectueuse de l'environnement, qu'elle est respectueuse qu'elle gère son énergie de manière intelligente, mais ce n'est pas obligatoire. Seule une toute petite partie des normes qui sortent par décret sont d'application obligatoire, donc sont passées dans la loi. Mais autrement, voilà, ce sont les entreprises qui font le choix d'appliquer ou pas ces normes, et les donneurs d'ordre, ceux qui achètent, qui veulent aussi des produits respectant des normes ou pas. Savoir qu'à chaque fois, il y a un surcoût pour l'entreprise lorsqu'elle veut travailler suivant certaines normes, et il y a effectivement un surcoût pour le consommateur qui se répercute tout naturellement. Alors bien, c'est pour ça que pour répondre à des appels d'offres, on veut travailler avec une entreprise qualifiée qualité, ISO 9001, qualifiée management environnemental, ISO 14000, et puis qualifiée aussi management de l'énergie, etc. On peut, ça donne le pouvoir au consommateur, à l'acheteur, d'imposer un certain respect de l'environnement. Alors l'analyse du cycle de vie, c'est un moyen systémique, très très bien pensé et normé, qui permet l'évaluation des impacts environnementaux d'un produit, d'un service, d'une entreprise ou d'un procédé. Ça permet de connaître et de pouvoir comparer la pression d'un produit sur les ressources, l'environnement, tout au long de son cycle de vie. Donc, il faut simplement savoir que ça existe. Après, on peut travailler sur quelques exemples, mais c'est un métier maintenant à part entière. Donc, on ne peut pas en une heure, on peut juste dire que ça existe, que ça se développe, que derrière, il y a des vrais bénéfices et environnementaux et pour l'entreprise. Avoir un impact moins important sur la nature, ça permet éventuellement d'en faire la publicité et ça permet de, des fois, réduire des coûts cachés qui n'étaient pas vus au début. Alors, on peut intégrer cette analyse du cycle de vie et les émissions de CO2 des principales énergies primaires. Par exemple, lorsqu'on prend le charbon et qu'on prend en compte le traitement du charbon en termes, il va falloir le récupérer, le transporter, le compacter, le casser, le mettre en sac, etc. Toute cette activité autour du charbon vient augmenter finalement son bilan carbone. Donc on n'est plus aux 345 grammes de CO2 par kilogramme, qu'on avait de la combustion chimique, on rajoute une trentaine de grammes liés à tout ce qu'on fait autour du cycle de vie du charbon. Alors on va avoir la même chose pour le fioul domestique, qui va passer de 272 à 324 grammes de CO2 par kilowattheure, pour l'essence d'une manière générale. Alors on a pour tous les produits, je n'en donne que quelques-uns, pour le gaz naturel, qui voit ses émissions de CO2 augmenter de 20%, et pour le bois énergie, qui voit son contenu CO2 sensiblement baisser. Oui, parce qu'on prend en compte que le bois issu d'une filière renouvelable, oui, la combustion du bois émet du CO2, mais comme il a fallu auparavant faire pousser, croître ce bois dans une forêt, pendant toute sa phase de croissance, il a absorbé le CO2 que justement il rejette à sa combustion. Donc en fait, on retrouve que les 30 grammes de CO2, c'est la gestion de la forêt, c'est couper le bois, c'est le transformer, etc., c'est le transporter, voilà.
Donc, si on regarde un petit peu pour la filière de production d'électricité, hein, il faudra donc voir des choses un petit peu différentes. Alors, le nucléaire, bah, théoriquement, le nucléaire, c'est zéro. Bah, si on prend en compte l'extraction de l'uranium, la construction des centrales, le démantèlement des centrales, etc., sur toute la vie d'une centrale nucléaire, on passe de 0 à 6 grammes euh, de CO2 par kilowattheure. Le charbon, lui, passera de 345 à 1038 parce que là, on intègre le rendement euh, de la centrale, hein, donc c'est par kilowattheure d'électricité finale produit hein, que l'on donne là. Le gaz va passer de 204 à 406, le fuel de 283 à 704, et l'hydraulique va passer de 0 à 4. Donc avec ces valeurs-là, on peut enfin trouver le vrai contenu moyen du kilowattheure de CO2 d'un pays. Hein. Et donc on prend ce qu'on appelle les valeurs dites ACV, les valeurs qui intègrent l'analyse de cycle de vie du produit. Et le photovoltaïque, qui passe de 0 à 55 grammes, donc vous voyez qu'il n'a pas forcément un très bon bilan carbone, parce qu'il faut beaucoup d'énergie. Alors ça dépend où on produit le photovoltaïque. Est-ce qu'on le produit en Chine avec énormément de centrales charbon, auquel cas il risque d'avoir du mal hein, si on utilise le photovoltaïque en France uniquement pour faire des économies de CO2, ça ne sert à rien. Si on l'utilise pour faire des économies d'énergie et réduire sa facture, ça marche. Si on utilise des panneaux photovoltaïques, bien sûr, chinois. Et l'éolienne passe de 0 à 7,3, donc on voit l'avantage en termes de CO2 de l'éolien, en termes de production d'énergie. Hein. Tout ça, ça permet, c'est pas 0,0 le photovoltaïque et l'éolien en termes d'émissions de CO2. Hein. L'éolien a un gros avantage en termes d'émissions de CO2 pour chaque kilowattheure produit. La notion d'énergie grise. Alors, l'énergie grise, c'est toutes les énergies nécessaires au cycle de vie d'un objet. Ça débute dès qu'on va extraire de la matière première qui permet la fabrication de l'objet, et ça va jusqu'à tout ce qu'on va dépenser pour l'emballer, le transporter, le stocker, le distribuer, le vendre, l'utiliser, l'entretenir, et à la fin le recycler lorsqu'il est en fin de vie. Alors, on va regarder ça d'un petit peu plus près sur les convertisseurs d'énergie au sens large. Hein. Lorsqu'on avait notre vision première du convertisseur d'énergie, on regardait au niveau énergie finale, la consommation directe, et au niveau énergie sortante, et on avait le périmètre usuel de notre convertisseur d'énergie et de son rendement. Alors on a vu que effectivement, il fallait regarder un petit peu ce qui se passait, donc étendre notre notion de rendement pour aller jusqu'aux énergies primaires renouvelables et non renouvelables, hein, qui servent à produire cette énergie finale. Donc on peut déjà distinguer les ressources primaires renouvelables et non renouvelables qui servent à faire tourner notre produit. Et on a des pertes par conversion. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans les cours précédents. Et l'énergie grise va donc se rajouter ici, c'est l'énergie qui va être nécessaire, par exemple, à la fabrication, au transport des matières premières et à la création des matériaux qui vont devoir servir. Il faut de la production et il faut de la fabrication. Donc on a des énergies grises ici. Lors de la maintenance, on va encore consommer de l'énergie, éventuellement des matériaux, des matières premières, donc il faut encore de l'énergie. Et lors du recyclage, pareil, il va encore falloir de l'énergie. Donc l'énergie grise, ce sont toutes ces énergies un petit peu cachées, donc qu'il faut prendre en compte. Et à partir de là, on va être capable de créer, d'avoir des ratios et une réflexion élargie sur l'impact d'un convertisseur d'énergie. Donc, pour les moyens de production, l'intérêt du calcul de l'énergie grise va permettre de calculer le vrai rendement, car cette énergie cachée, elle peut être considérable parfois, donc ça va dégrader finalement le rendement de notre appareil où on ne regarde que l'énergie entrante et l'énergie sortante. Ces rendements vont être calculés donc là à nouveau en termes de rendement énergétique et non pas de rendement de puissance, puisqu'on va devoir intégrer le rendement sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Alors les différents ratios qu'on peut trouver, le vrai rendement entre guillemets, c'est le rendement sur cycle de vie qui correspond à faire le ratio de l'énergie produite sur le cycle de vie sur l'énergie primaire consommée sur la vie du matériau. On parle bien d'énergie primaire, donc c'est un rendement global. Euh, voilà. Donc ce rendement est inférieur au rendement moyen de conversion d'énergie, hein, car il prend en compte l'énergie grise, évidemment.
On peut aussi se demander, bah, c'est une bonne idée, hein, ce qui serait bien, c'est combien de temps on va mettre pour rembourser l'énergie investie en année? C'est-à-dire que pour notre produit, son cycle de vie, il faut un certain nombre d'énergie. Et donc cette énergie, on aurait peut-être pu l'utiliser directement. On a un convertisseur d'énergie. Combien de temps va travailler notre convertisseur pour rembourser l'énergie nécessaire à sa fabrication, maintenance, cycle de vie? Alors, c'est ce qu'on appelle l'énergie primaire non renouvelable consommée sur la vie, sur l'énergie renouvelable produite par an. Typiquement, ça permet de regarder, par exemple, les panneaux solaires photovoltaïques qui ont vu globalement ces 20 dernières années passer d'une valeur où on était à une durée supérieure à la durée de vie du produit à maintenant les 2 premières années, on va dire, du panneau solaire sont utilisées pour rembourser l'énergie nécessaire à la création de l'installation, sa maintenance, etc. Hein. Donc évidemment, si ce temps est inférieur à la durée de vie de l'installation, il y a un avantage environnemental, mais il peut très bien être que de 2 ans sur une durée de vie de 20 ans. Quelqu'un, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Et alors ce qui est sûr, c'est que si on a une durée de vie supérieure à la durée de vie de l'installation, un temps supérieur à la durée de vie de l'installation, à ce moment-là, en tout cas d'un point de vue environnemental, ce n'est pas une bonne idée. On peut se demander si c'est soutenable. Soutenable, ça veut dire que l'énergie récupérée sur l'énergie investie, soutenable. On fait le ratio énergie produite sur le cycle de vie sur la part non renouvelable de l'énergie primaire consommée sur la vie. C'est-à-dire qu'on regarde si on va produire plus d'énergie que la part non renouvelable de l'énergie primaire consommée sur la vie. Donc avec un ratio plus grand que 1, on a bien quelque chose de soutenable. Si ce ratio est plus petit que 1, on a quelque chose qui n'est pas soutenable parce que ça nous prend plus d'énergie euh, que ce qu'il a fallu pour... Ça produit moins d'énergie que ce qu'il a fallu pour le fabriquer. Voilà. Alors, des ratios, il y en a d'autres. Hein. On peut imaginer un petit peu toutes sortes. On prend différents éléments et on regarde suivant tel ou tel aspect. Donc, les discussions après, elles peuvent être longues, mais c'est normal parce que le monde est complexe et le choix des solutions est complexe. Et encore une fois, ça revient un petit peu à ce que je disais au début de ce cours. Il n'y a pas une bonne idée ou un produit qui est bien. Il y a finalement des produits, des méthodes qui sont adaptées à des situations. Alors, une toute petite conclusion, hein. Dans le cours qu'on a vu sur ces 2 premières semaines d'introduction à l'énergie au sens large et aux différentes notions de rendement énergétique qu'on peut voir, on a regardé aussi un petit peu l'ensemble des problèmes euh, mondiaux et français plus particulièrement et de nos ressources qu'on peut avoir. On voit qu'on a ici tout un aspect environnemental qui est vraiment important et qui commence à se diffuser largement dans nos sociétés. Alors, si on a bien réussi, on va dire dans l'ensemble, à inverser les trajectoires, clairement, il faut maintenant accélérer la pente et il faut se redresser les manches parce que on est quand même en retard par rapport à une bonne trajectoire pour un atterrissage en douceur vers notre société de surconsommation qui veut aller vers une société soutenable. Donc, il est vraiment temps de s'y mettre, hein, en tout cas d'accélérer. On a maintenant toutes les méthodes, on a maintenant tous les raisonnements, on a maintenant tous les outils qu'il faut. Alors, voilà, il faut maintenant s'y mettre et développer tout ça. C'est un domaine qui va demander des bonnes compétences et des fines compétences, et elles sont finalement assez rares dans notre société aujourd'hui. Les gens se précipitent un petit peu pour asséner des vérités courtes d'esprit, et il faut absolument développer ces compétences. Donc c'est vraiment ce que je vous incite à faire, et il y aura des besoins dans ces métiers-là. Voilà, en petit résumé, donc les solutions pour faire face à l'épuisement des ressources, eh ben, on l'a vu, hein, c'est d'analyser le cycle de vie des produits. Pourquoi il faut des scénarios? Bah, parce que d'un scénario à l'autre d'utilisation, on va avoir des consommations d'énergie autour du produit qui ne sont pas les mêmes, d'énergie et de matières premières. Qu'est-ce que l'énergie grise? Eh ben, l'énergie grise, c'est tout ce qui a servi dans le cycle de vie du produit, autour du cycle de vie du produit, de sa conception jusqu'à sa mise en décharge. Les ratios qu'on a vus, hein, on a vu est-ce que c'est soutenable, le vrai rendement qui intègre le cycle de vie du produit, par exemple, sur l'ensemble de vie de notre convertisseur d'énergie.
Alors, je me suis servi pour préparer l'ensemble de ces cours, hein, de différentes vidéos, livres, etc. En termes de vidéos, je peux vous conseiller de lire de quoi l'énergie, de regarder de quoi l'énergie est-elle le nom d'Étienne Klein. Alors, c'est surtout de la physique ici, mais c'est vraiment très intéressant. Je trouve qu'Étienne Klein s'écoute avec beaucoup de facilité. Euh, on peut regarder, moi j'aime beaucoup cette vidéo, c'est David Sylvain qui est chargé de recherche au CNRS, hein, qui nous fait un bilan de quelle source d'énergie d'ici à 2050. Donc vous voyez que la vidéo a déjà presque une quinzaine d'années, donc comme il trace un petit peu les perspectives sur les décennies à venir, on peut voir quelle est la justesse de ses propos il y a 15 ans, quand il a fait par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, hein. Si on est au courant un petit peu de ce qui se passe, on voit que finalement c'est quelqu'un qui avait vu juste. On peut aussi regarder, peut-on changer les règles du jeu? Donc ça, c'est un petit peu plus la vision du changement de paradigme nucléaire, parce que je veux rester objectif et voilà, donner un petit peu toutes les visions. Mais honnêtement, il ne m'a pas convaincu. Et je vous incite vraiment aussi à lire toutes les vidéos de Jean-Marc Jancovici, à regarder, écouter, pardon, toutes les vidéos de Jean-Marc Jancovici, qui lui aussi va pouvoir petit à petit apparaître comme quelqu'un qui avait fait et qui distillait un message intelligent et qui s'avère parfaitement réaliste aujourd'hui. Il avait raison, hein, alors qu'il n'a pas été beaucoup écouté. Il l'est de plus en plus parce que son message n'a pas changé et il est très très argumenté. Voilà, je clôt maintenant ce chapitre sur le cycle analysé. On va maintenant regarder un petit peu plus près. Donc, on avait vu qu'il fallait avoir la notion de service rendu dans nos systèmes, hein, et qu'il ne fallait pas simplement s'arrêter à l'énergie utile utilisée pour produire un service, mais justement à cette notion de service rendu. Donc, ce sera l'objet du prochain cours d'analyse du besoin.